La Guinée de la Boiteuse de Charles Dickens. Chapitre 1er. Le ciel était gris, un ciel de décembre, et le pavé des rues disparaissait sous la neige, une vraie neige de Londres, à demi fondue, piétinée et souillée de boue. Je ne l'avais pas oubliée, cette neige, quoiqu'il y eût 15 ans que j'eusse vu sa triste couleur. Elle était là, sous mes yeux, dans les mêmes ruisseaux et tendant les mêmes pièges aux passants. Il n'y avait qu'une heure que j'étais arrivé de l'Amérique du Sud par le paquebot de Southampton, et assis près de la croisée de ma chambre, dans l'hôtel Morley, Charing Cross, je regardais d'un air sombre les jets d'eau de la place Trafalgar, où arpentant le tapis de long en large, je m'efforçais de m'égayer en me disant que je n'étais plus un exilé errant, et qu'à la fin je me retrouvais dans mon pays natal. Je rapprochai le fauteuil de la cheminée, et là, tout en tisonnant, je me mis à évoquer à travers la flamme le tableau de ma vie passée. Je me rappelais mon enfance, rendue malheureuse par ma dépendance d'un vieil oncle riche qui me regardait comme un embarras, parce qu'il n'espérait pas que je puisse jamais faire honneur à son nom et à ses bienfaits, car ce brave oncle était bien moins un parent avare qu'un parent vaniteux. J'aurais eu besoin d'encouragement, et si par quelques paroles de tendresse, on m'avait invité à ouvrir mon jeune cœur, on y aurait découvert la plus sincère reconnaissance, le besoin d'affection, l'instinct et l'amour de tout ce qui est bien et beau. Hélas, ces bons sentiments étaient refoulés en moi par l'ironie de tous ceux qui m'entouraient. Aussi, comme mon oncle avait paru content lorsque je lui déclarais ma détermination d'aller chercher fortune au-delà des mers, quels froids adieux me fit mon cousin unique, et comme je compris qu'il était temps en effet pour moi de m'éloigner d'un pays où, dans l'opinion de ma famille elle-même, j'étais incapable de porter convenablement mon nom et de conquérir par moi-même une position sociale. J'étais donc parti avec la triste conscience de mon isolement en ce monde et l'impatience de prouver à ceux qui me dédaignaient que je ne méritais pas leurs ironiques dédains. De retour au bout de 15 ans, j'ignorais ce qui s'était passé de nouveau dans ma famille, qui elle-même m'avait probablement oublié en me perdant de vue. Je sonnai, et un garçon de l'hôtel entra dans ma chambre, un vieux garçon dont j'avais remis les traits. Je le questionnai et il satisfit en partie ma curiosité. Oui, il connaissait mon cousin George, qui autrefois, quand il venait à Londres, descendait à l'hôtel Morley aussi bien que notre oncle. Mais à présent, M. George était devenu trop grand seigneur pour descendre à un hôtel de deuxième ordre, quand il venait chaque printemps passer dans la capitale 1 ou 2 mois de la saison. À cette époque de l'année, M. George Rutland ne quittait pas le château héréditaire, et je serais sûr de le trouver à Rutland Hall, comté de Kent. Ce renseignement me suffisant, j'écrivis la lettre ci-après. « Cher George, j'ose dire que vous serez aussi étonné de voir mon écriture que vous le seriez de me voir apparaître en revenant. Rassurez-vous contre cette apparition. Vous savez que je suis depuis longtemps atteint et convaincu de n'être bon à rien. Aussi le ciel ne m'a pas fait encore la grâce de mourir. Je suis un peu honteux de ne pouvoir vous annoncer que j'arrive de l'autre monde avec ma fortune faite. J'ai travaillé cependant pour la faire, je vous assure, mais ce n'est pas toujours assez de le vouloir. Il faut encore de la chance pour le pouvoir. Heureusement, j'ai encore le temps de réparer la perte des 15 meilleures années de ma vie, et il n'est rien que je ne me sente le courage d'entreprendre, pourvu que ce soit une occupation digne d'un gentleman. En attendant, il me tarde de vous voir, vous et les vôtres. Une longue absence loin du sol natal et de la famille nous révèle le prix d'une main amie pour serrer notre main. Je n'attendrai pas votre réponse. Je partirai pour le comté de Kent après-demain, et j'arriverai, je pense, vers l'heure du dîner. Vous voyez que je me crois assuré de votre bonne réception pendant quelques semaines, jusqu'à ce que j'aie eu le temps de prendre un parti. Je reste, cher George, votre ancien ami et cousin, Guy Rutland. » Je pliai cette lettre et la mis dans son enveloppe. « Je saurai bientôt ce que sont réellement, mes chers parents, me dis-je avec complaisance en écrivant l'adresse, à M. George Rutland, Esquire, Rutland Hall, Kent. » Il était environ 7 heures du soir lorsque j'arrivai devant l'imposant perron de Rutland Hall. Pas de cousin George pour venir à ma rencontre. Oh non, j'ai perdu l'habitude des usages de ce pays. Le cousin George m'attend sans doute debout sur la natte de son vestibule. Avançons. Sur l'escalier du perron, un serviteur me reçut aussi gravement et automatiquement que si mon retour parmi les miens était un événement dont il avait été régulièrement témoin tous les jours de sa vie. Il m'introduisit dans le vestibule.
Mais là, aucune natte ne soutenait les pieds impatients du maître solennel de la maison. « Ah, pensai-je, il y a peut-être encore ici quelques règles d'étiquette que j'ai oubliées. Mon cousin se tient sans doute sur le tapis du salon, et j'aurai le temps de me rendre présentable pour le dîner. »« Conduisez-moi à la chambre qu'on me destine, » dis-je à un second domestique qui s'emparait de mon porte-manteau. Je suivis ce guide avec résignation, non sans trouver qu'on me logeait un peu haut, et quand il m'eut laissé seul, je ne pus m'empêcher de remarquer que probablement j'avais été précédé par des hôtes qui avaient des chambres plus élégamment meublées. Quand j'eus fait à la hâte un bout de toilette, je priai le même guide, qui répondit à mon coup de sonnette, de me conduire au salon, et en m'y rendant, je me répétais à moi-même quelques phrases gracieuses que je me proposais d'adresser à chaque membre de notre parenté. Je ne suis pas précisément un parleur brillant, mais quand je veux plaire, j'y réussis quelquefois, et ce jour-là, je n'aurais pas été fâché d'être trouvé aimable. Je fus introduit par le domestique, qui se retira en refermant la porte sur moi, et au lieu de produire une surprise, je fus surpris moi-même de me trouver seul dans une vaste pièce fort mal éclairée, sinon tout à fait obscure. Mais non, je n'étais pas seul, et dans un fauteuil au coin de la cheminée, était paresseusement assise une petite personne sur la figure de laquelle la flamme du foyer jetait ses rouges reflets. Cette petite personne était une jeune fille, qui me parut âgée de 15 à 16 ans, plus que simplement vêtue d'un peignoir de serge noir et se fatiguant les yeux à lire à la lumière de la cheminée. Elle avait la tête renversée sur le dossier du fauteuil, que recouvraient les boucles de ses blonds cheveux, et elle tenait son livre ouvert à la hauteur de ses yeux. Évidemment, elle jouissait de sa solitude et ne prévoyait pas l'interruption. Cette jeune lectrice était si absorbée par sa lecture, la porte avait été ouverte avec si peu de bruit, le salon était si vaste, que je fus obligé de tousser 1 ou 2 fois pour appeler son attention sur moi. Elle tressaillit alors et, en m'apercevant, exprima une crainte nerveuse. Puis, laissant tomber son livre, elle se redressa sur son séant, étendit une main et saisit vivement un objet que je n'avais pas remarqué tout d'abord et qui était contre le fauteuil, une béquille. Ce fut tout en s'appuyant sur cette béquille qu'elle se leva et se tint debout devant moi. La pauvre jeune fille était boiteuse. Je me présentai moi-même, et mon oncle calma sa crainte. Elle m'invita à m'asseoir en se donnant l'air d'être de la maison, ce qui ne lui semblait pas très naturel. Elle ramassa son livre et le posa sur ses genoux. Puis, prenant un réticule caché dans un des angles du fauteuil, elle en tira une résille dans l'émail de laquelle elle rassembla ses cheveux épars. Après quoi, elle s'assit tranquillement, mit la main sur ses béquilles, car elle en avait 2, comme se tenant prête à me laisser à moi-même dès que je lui dirais qu'elle était de trop dans le salon. « Thomson pensait qu'il n'y avait personne ici, » me dit-elle en forme d'excuse. « Je me tiens toujours dans l'appartement des enfants, excepté quand la famille étant absente, je descends au salon pour faire ma lecture. »« Monsieur Rutland n'est pas à la maison ?» demandai-je. « Non, ils sont tous allés dîner dehors. »« En vérité, votre père peut-être n'a pas reçu ma lettre ?» À ces mots, elle devint écarlate. « Je ne suis pas une Miss Rutland, dit-elle. Je m'appelle Teresa Ray. Je suis une orpheline. Mon père, parent éloigné et ami de M. Rutland, m'a recommandé à lui en mourant. Il a soin de moi par charité. » Cette dernière phrase fut prononcée avec une certaine contrainte. Mais après s'être mordu les lèvres, la jeune fille poursuivit. « Je ne sais rien de la lettre dont vous parlez, mais j'ai entendu dire qu'on attendait quelqu'un, quoique sans pouvoir supposer que ce fût pour ce soir, puisque toute la famille est allée dîner chez des voisins. »« Juste conclusion, me dis-je à moi-même, et je me mis à réfléchir sur l'empressement affectueux que me témoignait le cousin George. Si j'étais ce quelqu'un attendu, ma lettre était parvenue à son adresse et l'on savait le jour et l'heure de mon arrivée. Oh, George, mon bon cousin, vous n'avez pas changé. » Pendant que je réfléchissais ainsi, je remarquai que ma petite hôtesse fixait sur moi 2 yeux observateurs, dont je pouvais facilement traduire l'expression curieuse, impossible de m'y méprendre, si elle l'avait osé. Elle m'aurait dit « Je lis moi-même clairement dans votre pensée, monsieur le voyageur, et je vous plains. Vous venez ici avec une attente qui sera complètement déçue. Vous auriez peut-être mieux fait de différer votre visite jusqu'à ce qu'on vous invitât. Que venez-vous chercher ici? Quant à moi, si je sortais jamais de cette demeure, je n'y rentrerais jamais. Si un chemin s'ouvrait devant moi dans ce monde où vous arrivez, je me mettrais bravement en marche sur mes béquilles. Non, non, on ne me reverrait pas ici, même pour y dérober 1 heure à l'ennui dans ce beau fauteuil de velours. »
Comment un regard muet peut-il vous dire tout cela? C'est une énigme, mais le fait est que le regard de Theresa Ray me le disait mot pour mot, et qu'il en résulta entre elle et moi un lien de sympathie qui nous attacha rapidement l'un à l'autre. « Miss Ray, lui dis-je, que penseriez-vous d'un homme qui, ayant passé 15 années de sa vie en pays étranger, aurait l'impudence de revenir au pays natal sans un shilling dans sa poche? Ne mériterait-il pas d'être lapidé ?»« Je m'en suis douté, » répondit-elle en hochant la tête et m'adressant un autre de ses regards pénétrants. « Je m'en suis douté en voyant qu'on vous destinait une mauvaise chambre, pour réserver les autres aux visiteurs attendus la semaine prochaine. Le jour de Noël, toute la maison sera pleine. Cela ne peut pas aller comme cela. »« Qu'est-ce qui ne peut pas aller comme cela ?» demandai-je. « Que vous n'ayez pas un shilling dans votre poche. On rirait trop à vos dépens. Les laquais en seraient bientôt instruits. J'ai une guinée que la bonne Lady Thornton me donna pour l'anniversaire de ma naissance. Si vous voulez me permettre de vous la prêter, cela me fera plaisir. Je n'en ai nul besoin, et vous me la rendrez quand vous serez plus riche. » Elle me fit cette offre avec une gravité si sérieuse que je me sentis obligé de réprimer mon envie de rire. La petite personne me prenait évidemment sous sa protection et prévoyait pour moi des affronts qu'elle croyait devoir m'épargner en me faisant profiter de son expérience et de sa perspicacité supérieure. Il me parut charmant de me laisser protéger par elle et de me prêter à cet aimable intérêt que lui inspirait ma position financière. Ce fut très gravement aussi, et avec tout le laisser-aller d'une intimité spontanée que je lui répondis « Je vous suis bien obligé de votre offre et je l'accepte sans façon. Avez-vous la guinée sur vous ? Non, mais je vais la chercher. » Et ce disant, elle saisit ses béquilles et sortit clopin-clopant pour revenir quelques minutes après avec une petite bonbonnière qu'elle me mit dans la main. Je l'ouvris et y trouvai une guinée soigneusement pliée dans un papier argenté. « Je regrette de ne pas avoir davantage, » dit-elle en me voyant transférer dans ma poche la bonbonnière et son contenu, « mais je reçois si rarement de pareils cadeaux. » En ce moment, le pompeux valet qui m'avait escorté jusqu'à la porte du salon vint m'annoncer que mon dîner était servi. À mon retour de la salle à manger, je fus désappointé de ne plus retrouver ma petite bienfaitrice. Theresa Ray était remontée auprès des enfants. Je ne la revis plus de la soirée, et je montai moi-même dans ma chambre, où je me couchai et dormis jusqu'au lendemain matin. Chapitre 2. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, je fus présenté à toute la parenté. Je trouvai cousins et cousines à peu près tels que je me les étais figurés. Le cousin George était devenu un grave père de famille. « Enchanté de vous revoir », me dit-il en me serrant la main. Mais je compris qu'il n'était pas enchanté du tout. La maman Rutland me fit aussi le plus courtois accueil, en paroles. Les jeunes cousines me traitèrent également avec une négligence du meilleur ton. Il eût fallu avoir plus de naïveté que ne m'en avait attribué ma protectrice de la veille pour ne pas deviner la place qu'on me réservait. Au bas bout de la table, j'étais condamné à ce rôle qu'on n'accepte pas volontiers à moins d'une extrême modestie, le rôle d'un personnage sans importance. George, pendant quelques jours, s'amusa à me montrer ses vastes domaines. Mais quand des hôtes plus considérables et plus considérés arrivèrent, je fus abandonné à mes propres expédients pour passer le temps. Les Mrs. Rutland m'avaient d'abord fait l'honneur d'accepter mon escorte quand elles montaient à cheval, mais dès que des cavaliers d'élite se mirent à leur disposition, il n'y eut plus de cheval pour moi. Quant à la dame Châtelaine, ma noble cousine dissimulait à peine l'ennui que lui causait mon importune visite. À vrai dire, George et sa femme n'avaient pas toujours occupé le haut rang que l'héritage de notre oncle leur avait donné dans le canton. Ce n'étaient pas précisément des parvenus, mais ils en avaient, sans le savoir, les petitesses. Cela les humiliait d'avoir en noble compagnie un parent pauvre qui se mettait à son aise chez eux et les appelait cousins. J'avoue que je trouvais un malin plaisir à ne pas trop m'apercevoir de la figure que je faisais à Rutland Hall. Je prenais tout en bonne part, même les lardons à mon adresse. Loin de bouder, je me piquais d'être de plus en plus aimable et de remercier de toutes les attentions dont je feignais de me croire l'objet. Ce n'était pas le moyen, je le sais, de me relever aux yeux de mes chers parents. Un peu de susceptibilité aurait mieux valu sans doute. Mais non, j'étais si heureux de jouir de l'hospitalité dans ce manoir confortable. C'était comme un port après une navigation pénible, si bien accueilli par de si tendres parents. Comment ne pas être de bonne humeur? D'ailleurs, je profitais aussi de la liberté dont jouissaient tous les hôtes de Rutland Hall. Chacun y avait le choix de ses amusements et la disposition de son temps.
Quand j'avais assez de la société du salon, je me retirais dans l'appartement des enfants où grandissaient 5 à 6 rejetons de la famille. Il était une certaine heure du jour où ni papa, ni maman, ni les sœurs aînées n'auraient jamais envahi ce petit royaume. À 5 heures de l'après-midi, les enfants prenaient le thé. Je m'étais peu à peu mis dans les bonnes grâces de Jenny, la bonne, très sensible aux petits présents qu'on lui offrait à propos et très discrète quand elle savait que sa discrétion serait récompensée. Les enfants eux-mêmes avaient conçu une sorte d'affection pour moi. Ils n'étaient pas de gentils enfants, mais j'avais trouvé aussi le chemin de leur cœur en leur apportant des livres à images, des polichinelles, des poupées, des toupies et des sucreries que je me procurais avec la guinée de Theresa Ray. Celle-ci ne se lassait pas d'admirer tout ce que je pouvais faire avec une seule pièce d'or. J'avais certes un vrai talent pour acheter des joujoux à si bon marché. Quelle que fût ma position à Rutland Hall, celle de Theresa Ray était simplement intolérable. Une âme moins vaillante y aurait succombé. Une nature moins délicate y eût perdu toute la douceur dont le ciel l'avait dotée. Les domestiques la négligeaient ouvertement, les enfants en faisaient leur souffre-douleur, la sacrifiant à tous leurs caprices. La bonne d'enfant seule montrait quelques égards à l'orpheline, mais elle ne la défendait contre les persécutions de ces tyrans que lorsqu'elle ne pouvait sans s'exposer elle-même à leur tyrannie. Elle n'avait malheureusement pas la permission de les ramener à la raison par le seul moyen qui aurait fait impression sur ses enfants gâtés. Pour ce qui était des filles aînées de Mrs. Rutland et de Mrs. Rutland elle-même, la présence momentanée de l'orpheline ou la simple mention de son nom suffisait pour troubler la paix de leur âme. « Que faire de cette fille ?» entendis-je un jour dire à Mrs. Rutland, parlant à une de ses grandes demoiselles. « S'il n'était pas boiteuse, on pourrait lui faire gagner son pain d'une manière ou d'une autre, mais tant qu'il lui faudra des béquilles pour marcher. » Mrs. Rutland n'acheva pas la phrase. Sa pensée était assez clairement interprétée par un dédaigneux mouvement des épaules et une certaine grimace du bout des lèvres par laquelle cette dame savait parfaitement suppléer aux réticences de son langage. Et comment Theresa Ray supportait-elle tout cela ? Elle ne se plaignait ni ne se révoltait, elle ne pleurait ni ne boudait. Sous sa simple robe de serge grise, elle avait une véritable armure de résignation angélique. L'épreuve semblait-elle trop amère, elle s'y soumettait encore sans lâche humilité, mais avec une calme expression du regard qui semblait dire « Quelque souffrance qu'on m'impose, je saurais me taire, on ne me doit rien ici. Je souffrirai peut-être davantage ailleurs. La reconnaissance me ferme la bouche. » Ce n'était que par hasard que j'avais rencontré une seconde fois ma petite bienfaitrice un jour ou deux après notre première entrevue dans le salon. Je reconnaissais les environs du domaine, le long de la haie qui borde le jardin potager situé derrière la maison et au-delà duquel 2 sentiers couverts conduisaient à travers une prairie, l'un jusqu'au pied de la colline, l'autre jusqu'au bord de la rivière. Ces 2 sentiers étaient la promenade favorite de l'orpheline, le refuge où elle échappait aux tourments que lui infligeaient les enfants. Nous reprîmes l'entretien du salon, et il y avait pour moi une telle douceur dans sa sympathie que j'ajoutai quelques chapitres de plus au roman de mes embarras pécuniaires et de toutes les difficultés qui m'attendaient sur le sol natal, où 15 ans d'absence me rendaient presque étranger. Avec quelle charmante crédulité elle m'écoutait, quel sage conseil je reçus d'elle, et avec quel aimable intérêt, quand nous nous séparâmes, elle me promit de me donner encore d'autres dans l'occasion. Mon cher cousin et mes chères cousines ne m'auraient pas négligé de plus en plus qu'au plaisir de les suivre chez leurs voisins, quand l'on daignait m'inviter avec eux, j'aurais encore préféré souvent le plaisir de rejoindre Theresa Ray, soit dans ses promenades solitaires, soit dans ses appartements des enfants, où je pratiquais mon système de corruption avec le même soin que s'il avait été question d'une intrigue électorale. Le tête-à-tête de la promenade me plaisait infiniment mieux, cependant, que la bruyante salle où je maintenais à si bon marché mon influence et ma popularité. J'oubliais plus d'une fois la rigueur de la saison en écoutant Theresa Ray, qui, tout en boitant le long de la haie du potager, cherchait à résoudre quelques nouveaux problèmes que je lui proposais pour apprendre d'elle l'art de se créer économiquement une existence confortable. Un jour, elle s'arrêta soudain, et enfonçant ses petites béquilles sur la neige durcie, elle s'écria « Vous devriez quitter Rutland Hall et chercher une occupation. Ah, si je pouvais travailler, moi !» Chapitre 3e. Un certain Sir Harry arriva à Rutland Hall. Je ne suis pas sûr de l'orthographe de son autre nom, mais à quoi bon l'écrire? C'était un riche célibataire appartenant à une noble famille, et la châtelaine observait avec intérêt tous ses faits et gestes.
Ce sœur Harry eut la fantaisie d'aller tous les jours fumer un cigare le long de la haie du potager. Il y rencontra plus d'une fois ma petite bienfaitrice, qui s'aperçut qu'il la regardait avec une liberté qui finit par provoquer une pudique rougeur sur son joli et frais visage. Elle changea de sentier comme un lièvre qui espère faire perdre sa piste au chasseur. Mais sœur Harry sut retrouver ses traces et l'obséda de ses compliments en style de lieu commun. La chose parvint aux oreilles de M. Rutland, qui fit retomber son humeur sur la pauvre orpheline. Je ne sais de quelles tristes accusations elle l'accabla pendant une mercuriale à huis clos qui ne dura pas moins d'1 heure. Mais ce soir-là, quand j'entrai dans l'appartement des enfants avec une nouvelle balle d'élastique destinée à Jack, le plus jeune et le moins tyran de la bande, je vis aux yeux gonflés de Theresa Ray qu'elle avait dû verser un torrent de larmes. Je me contins pour ne pas exprimer tout haut ce que je pensais du procédé de Mrs. Rutland, et quand la gouvernante fut occupée à apaiser la querelle qui ne tarda pas à s'élever, parce que le cousin Guy n'avait pas apporté quelque chose à chaque frère du petit Jack. « Allons, allons, dis-je à Theresa, que faites-vous de votre philosophie, petite maman? Vous ne pourrez plus me prêcher jamais, si vous me donnez un si mauvais exemple. » Theresa ne me répondit pas un mot, et ne détourna pas les yeux de la grille du foyer. Le coup avait porté, la blessure était profonde. « Ah, sœur Harry et Mrs. Rutland, comme en ce moment j'aurais eu du plaisir à faire entrechoquer vos 2 têtes l'une contre l'autre. »« Theresa, dis-je, il vous reste toujours un ami, quoique ce ne soit pas un ami bien puissant, hélas. » Cette fois, elle m'adressa une de ces réponses muettes que j'étais certain de traduire littéralement et qui me disait « Vous avez raison, j'ai confiance en vous, mais je ne puis parler en ce moment. » Par degrés, cependant, elle recouvra son calme et s'approcha de la table pour y recevoir sa tasse de thé et sa rôtie pendant que je raccommodais l'arc de M. Tommy. M. Tommy était le plus turbulent et le plus malicieux de ces petits sauvages, un vrai petit chef barbare, et 2 jours après je l'aurais bien volontiers fustigé. Il imagina de jouer le pire de ses tours à Theresa, s'emparant de ses béquilles et s'en servant comme s'il était boiteux lui-même. Il s'enfuit clopin-clopant de la chambre et ne revint qu'après les avoir brisés en 20 morceaux avec une hachette. En vain Theresa avait imploré le cruel espiègle. Elle se vit prisonnière pendant les fêtes de Noël, réduite à contempler la campagne à travers les vitres de la fenêtre. Tommy riait de sa patience, mais j'ai peut-être tort d'accuser Tommy. Je soupçonnais alors, et je soupçonne encore d'autres têtes que celle de ce petit démon, d'avoir conspiré contre le pauvre oiseau pour l'empêcher de sortir de sa cage. L'oiseau languissait sur le perchoir, mais qui s'en souciait? La bonne Jenny peut-être, qui par compassion réelle, ou grâce à sa part dans les générosités que je faisais avec l'inépuisable Guinée, osa plaindre tout haut la prisonnière et même déclarer que c'était bien mal à M. Tommy d'avoir commis un acte pareil. Je ne veux pas laisser croire au lecteur que l'inépuisable Guinée fut une de ces miraculeuses pièces d'or qui dans les contes de fées garnissent la bourse de Fortunatus. Sans expliquer encore tout le mystère, je dirais qu'il y avait avec moi une autre personne qui s'intéressait à l'orpheline, cette même Lady Thornton, qui lui avait donné la Guinée et qui était non seulement assez riche, mais encore assez bienfaisante pour m'en avancer quelques-unes de plus si je m'étais adressé à elle. Lady Thornton venait de temps en temps faire une visite à Rutland Hall, et je n'avais rien négligé pour obtenir ses bonnes grâces. Or, une de ces visites eut lieu pendant l'emprisonnement de Theresa Ray, et le hasard voulut que je me trouvasse seul au salon quand elle y fut introduite. Elle venait inviter toute la famille et tous ses hôtes, grands et petits, jeunes et vieux, à faire le réveillon dans son château situé à 3 ou 4 milles des domaines de Rutland Hall. Je profitai de l'occasion pour lui raconter l'histoire des béquilles de Theresa. « Méchant enfant !» s'écria-t-elle. « Oh, le méchant enfant ! Il faut que Theresa ait de nouvelles béquilles avant le jour de mon réveillon. »« Il le faut, sans doute, » répétai-je de tout cœur. La bonne lady fixa sur moi un regard inquisiteur à travers le verre de ses lunettes. « Jeune homme, me dit-elle, de quelle nature est l'intérêt que vous portez à Theresa Ray ? » « Oh, répondis-je en souriant, Theresa et moi, nous sommes une paire d'amis. »« Theresa et vous ? Je vous prie, jeune homme, savez-vous que Miss Ray a 18 ans ? 18 ans ? Les a-t-elle réellement ? Je ne me connais guère à l'âge des petites filles. Mais Theresa n'est pas une petite fille, monsieur Guy Rutland. Theresa est une femme, je vous le dis. Theresa Ray, une femme ? Je ne pus m'empêcher de rire. Quoi ? Ma petite bienfaitrice ? Ma petite maman ?
Mon rire dut scandaliser Lady Thornton. Christina Rutland, qui survint au salon, mit fin à cette explication critique. Mais plus d'une fois, ce jour-là, je me surpris à rire seul de l'observation à moi faite par l'excellente dame. « Theresa Ray, une femme, quelle idée !» Chapitre 4. 5 ou 6 jours nous séparaient encore de celui où devait avoir lieu la fête à laquelle Lady Thornton nous avait tous invités, lorsqu'arriva un curieux incident, à propos duquel le châtelain et la châtelaine tinrent conseil dans la bibliothèque avant le déjeuner. Une boîte extraordinaire était venue de Londres à l'adresse de Miss Theresa Ray. Quand on l'avait ouverte, on y avait trouvé une paire de béquilles. Et quelle paire de béquilles! Une œuvre d'art dans leur genre, en bois sculpté, avec des incrustations en écailles de tortue, une monture d'argent et d'élégants coussinets de velours brodé. Mr. et Mrs. Rutland étaient abasourdis. Qui pouvait être le donataire de ce riche cadeau? Qui? Et qui, au dehors de Rutland Hall, avait jamais ouï parler de Theresa Ray? Le soupçon s'arrêta sur Sir Harry, et je me frottai les mains en riant quand j'appris cette conclusion. Mais le Grand Conseil souleva une autre question. Remettrait-on à Theresa Ray ce riche cadeau? Non, non, on lui en ferait mystère. Ces béquilles ne pouvaient être à son usage. Ce serait lui inspirer des idées absurdes. En conséquence, malgré ces nouvelles béquilles, Theresa Ray resterait encore prisonnière. On cacha la boîte et son contenu, on ne dit mot de son existence. J'attendis quelques jours pour voir si Mr. et Mrs. Rutland reviendraient sur leur décision, mais inutilement. L'oiseau languissait toujours sur le perchoir. Aucune main amie ne semblait disposée à lui ouvrir sa cage et à lui donner la volée. Pendant que tout le monde s'agitait autour de Theresa et se préparait à jouir de l'invitation de Lady Thornton, Theresa restait assise, ourlant des tabliers pour la bonne ou reprisant les bas des enfants, qui la voyaient sans pitié s'étioler dans la chambre et jeter un regard de regret vers la fenêtre. Il lui montrait les habits neufs qu'ils mettraient pour le réveillon et les rubans dont ils orneraient leurs chapeaux. Theresa seule, ce beau jour comme tous les autres de l'année, resterait à la maison dans sa robe de serge. En dépit de quelques soupirs, l'orpheline avait fait son deuil de cette fête, où elle était en vain invitée comme ceux qui lui répétaient volontiers « Dépêchez-vous, Theresa, le jour approche. Il faut coudre encore cette rosette à mes souliers, ou attacher le nœud de mon écharpe, etc. » Ces excitations étaient superflues, tant la pauvre petite maman travaillait d'elle-même avec l'activité d'une abeille. Il ne venait à l'idée de personne de dire à Theresa « Et vous, Theresa, quelle robe mettrez-vous » Comment supposer que Theresa pouvait être de la partie, avec sa jambe boiteuse et pas de béquille? Quelqu'un y pensait néanmoins. Quelqu'un s'était dit « Une robe de soie neuve irait si bien à Theresa, un ruban rose ou bleu ferait si bien ressortir sa blonde chevelure. » Le matin même de la fête, j'eus une commission à faire dans la ville la plus voisine. Le soir, avant de repartir pour Rutland Hall, j'entrai chez la principale modiste et réclamai un certain carton. Oui, le carton était prêt, un carton large et plat. « Monsieur veut-il voir la toilette de la jeune miss ?» Le carton fut ouvert et on déploya devant moi une robe soie et dentelle que je ne saurais décrire en termes techniques mais dont j'admirais la coupe élégante et l'harmonieux assortiment de couleurs. « Pardon, » fis-je observer la modiste, « mais cette riche robe ne sera-t-elle pas un peu longue ?»« Monsieur nous a dit, me fut-il répondu, que c'était pour une jeune personne de 18 ans. » Ces demoiselles portent maintenant des robes traînantes comme leur maman. La circonférence de la crinoline exige beaucoup d'étoffe, et monsieur peut remarquer aussi ces crochets qui servent à relever les bords de la jupe. Il était tard lorsque je revins à Rutland Hall. 2 voitures s'éloignaient déjà, remplies de joyeux invités. Je montai d'un pas rapide jusqu'à l'appartement des enfants, mon carton sur les bras. J'y trouvai la chère petite Cendrillon laissée seule avec la bonne d'enfant, la tête penchée sur une de ses mains, contemplant tristement la litière de morceaux de ruban, de fragments de gaze et de dentelle, les écheveaux de fil et de soie, les ciseaux, les fleurs artificielles qui attestaient autour de sa chaise qu'on avait mis à contribution son adresse et son activité ce jour-là comme les jours précédents. Un éclair de plaisir illumina son visage quand elle m'aperçut. « Ah, me dit-elle, je vous croyais parti aussi avec tout le monde. »« Non, pas encore, mais je ne tarderai pas, et je viens vous chercher. »« Moi? Moi ?» s'écria-t-elle avec tristesse. « Vous savez bien que je ne puis y aller. J'aurai encore mes béquilles, que je n'ai pas de robe. »« Un ami vous a envoyé une robe, lui dis-je, et je sais où il y a des béquilles.
« Jenny, prenez ce carton et habillez Miss Ray aussi vite que possible. La voiture nous attend au bas du perron. » Teresa devint d'abord rouge, et ses yeux se gonflèrent de larmes, puis elle pâlit, et l'émotion semblait la suffoquer pendant que Jenny, à qui j'avais fait cadeau d'une belle boîte de Noël, s'extasiait devant le contenu du carton. « Teresa, dis-je une seconde fois, je vous prie de faire diligence, je suis à vous dans 10 minutes. » Et je la laissai toute tremblante, d'une émotion plus douce entre les mains de Jenny, qui procéda immédiatement à sa toilette. Teresa était habillée quand je revins, avec les béquilles incrustées d'argent et d'écailles. Quand je dis que Teresa était habillée, cela ne signifiait pas que je retrouvais en elle une petite fille avec le costume des petites filles qu'on conduit à une fête d'enfants. Cela signifie que la toilette avait transformé ma petite maman, ma petite bienfaitrice, en une jeune miss élégamment parée et qui, devant la glace répétant son image, s'étonnait elle-même de sa métamorphose. Elle avait conservé seulement sa jolie tête à la fois si fine et si naïve d'expression. Pour tout le reste, oui, Lady Thornton n'avait pas eu tort de m'en avertir, c'était bien une jeune femme de 18 ans. Jenny, qui jusque-là avait traité Teresa en petite fille, n'était pas la moins éblouie de nous trois et moi. Je ne sais quel sentiment indéfinissable succéda tout à coup à ma surprise, moitié effroi, moitié enchantement. Quand je présentai les béquilles à Teresa, la bonne me regarda comme si j'eusse été un de ces princes armés d'un talisman qui figure dans les 1001 nuits. Teresa les prit et les essaya. Ce fut d'un pas assuré qu'elle franchit le seuil de la porte et descendit les escaliers jusqu'au perron. Les béquilles disparaissaient dans les plis de sa robe et sous les flots de gaz qui entouraient ses blanches épaules. Avec quel ravissement je me rappelais en ce moment une petite bonbonnière et une guinée qui étaient encore cachées dans la vieille valise usée que j'avais jugé à propos de porter avec moi à Rutland Hall. Notre équipage nous attendait. Il était trop tard pour reculer dans la petite scène préparée si discrètement, quoique je me sentisse devenu plus timide que je n'avais pu le prévoir en me voyant tête à tête avec l'actrice, à qui je n'avais jusque-là attribué qu'un rôle passif. Je ne décrirai pas la suite de cette mémorable soirée et la sensation que produisit notre arrivée chez Lady Thornton. Laissant ses hôtes à leur mortification, Lady Thornton s'approcha de moi et, voyant au-delà de notre coup de théâtre, me dit à l'oreille avec un accent de fine malice « Je suis curieuse de savoir, mon cher monsieur, le dénouement de tout ceci. » Teresa s'était livrée d'abord, sans trop réfléchir, au plaisir de surprendre simplement son monde. Mais bientôt ce fut la peur d'avoir offensé Mrs. Rutland qui prit le dessus. La certitude qu'un orage crèverait tôt ou tard sur sa tête et la mienne la fit plus d'une fois frissonner au moment le plus gai de la fête. Le cousin George et sa femme ne dissimulèrent guère leur mortification, et lorsque sonna l'heure du retour à Rutland Hall, nous fûmes heureux d'avoir encore notre voiture. On ne nous offrit aucune place dans celle de la famille. À notre arrivée, Mr. et Mrs. Rutland nous firent dire qu'ils nous attendaient dans la bibliothèque, où nous les trouvâmes tous les deux avec bec et ongles. Mrs. Rutland se chargea de Teresa et l'emmena en m'abandonnant à son cher époux. Je me dispenserai de répéter tous les détails de cette explication. « Monsieur, me dit pour conclure mon aimable cousin, nous avons trop longtemps souffert de votre insolente intervention. Vous voudrez bien repartir demain matin. »« Cousin George, lui répliquai-je, calmez-vous. Je repartirai demain matin, mais à une condition, c'est que Teresa Ray pourra partir avec moi, si elle le désire. » Il me regarda stupéfait. « Savez-vous bien, me dit-il, que c'est une orpheline sans un penny à elle, et que j'ai recueillie par charité ? Je prétends en faire ma femme, si toutefois je suis assez heureux pour obtenir son affection, répondis-je de l'air le plus sérieux. Et une fois marié, monsieur, reprit-il avec ironie, comment vous proposez-vous de vivre, de l'air du temps ou aux dépens de votre famille ? Pas au vôtre, du moins, George Rutland, lui dis-je en lui lançant un regard qui n'avait rien d'humble. Je vous connais, George Rutland, je vous ai tous passé au crible dans cette maison, et je n'ai trouvé que paille autour du grain d'or, dont je voudrais faire mon trésor, si je le pouvais, Dieu le veuille aussi. Belle phrase, mais souvenez-vous bien que de ce moment, je me lave les mains de ce qui peut vous arriver à vous, Guy Rutland et à elle, Teresa Ray. Amen, lui répondis-je, et lui tournant les talons, je me retirai dans ma chambre. Le lendemain matin, de bonne heure, j'allais frapper à la porte de l'appartement des enfants et prier Jenny de réveiller Miss Ray en lui disant que je l'attendais dans le jardin. C'était le jour de Noël, jour de paix et de bon vouloir. Je ne pus dire que la paix régna dans mon cœur,
quand j'embrassais du regard le paysage blanc de neige, mais je ne me sentais de mauvais vouloir contre personne au monde. Teresa vint bientôt me rejoindre, la même Teresa d'autrefois, avec sa robe de serge et un peu honteuse de ses nouvelles béquilles. J'eus un vrai plaisir à la revoir ainsi, car la belle jeune personne que j'avais créée la veille m'avait intimidé. Cependant, plus je la regardais, plus j'étais forcé de reconnaître que ce n'était pas tout à fait la simple Teresa que j'avais traitée en enfant avant sa métamorphose. Il y avait quelque chose de changé, en moi, si ce n'était pas en elle, et peut-être en elle et en moi. Ce changement n'avait rien d'ailleurs de désagréable. Nous sortîmes ensemble du jardin, et nous nous dirigeâmes vers un de nos sentiers favoris en nous ouvrant mutuellement nos cœurs. Quand nous reprîmes le chemin de la maison, je dis à Teresa, « Ainsi donc, Teresa, vous n'avez pas peur de vivre dans l'indigence avec moi? Vous consentez à en courir le risque ?» Teresa me répondit par un de ces signes de tête que j'avais appris à traduire si exactement. « Allez donc chercher votre chapeau, Teresa, et nous partirons sans même avoir déjeuné. N'emportez rien avec vous, il me reste encore quelques menus monnaies de la Guinée, vous savez, et nous achèterons tout ce dont nous avons besoin. » Teresa alla chercher son chapeau, revint, nous partîmes, et 1 heure après, nous étions mariés et femmes. Nous dîmes nos prières à côté l'un de l'autre dans l'église, et puis nous retournâmes à Rutland Hall pour prendre congé de nos chers parents. Je pense qu'ils nous crurent tous, moi un grand fou et elle une petite fille, du moins jusqu'à ce que mon cousin George reçût le mandat que je lui envoyai le lendemain, un mandat sur un banquier de Londres pour couvrir les dépenses que lui avait causées sa charité envers Teresa Ray. Ils commencèrent alors à changer d'opinion à mon égard. Je voyageais avec ma femme sur le continent et je lui montrais le monde. Sa claudication n'était pas incurable. Le temps et des soins intelligents rendirent les béquilles inutiles. On ne sera donc pas surpris si à notre retour en Angleterre, notre parenté eut quelque peine à reconnaître la pite-boiteuse Teresa Ray dans Mrs. Guy Rutland, la femme d'un millionnaire. Lady Thornton nous accueillit avec sa bienveillance gracieuse. Je lui fis voir sa miraculeuse guinée, que je conserve toujours précieusement et que j'appelle la dot de Teresa. Ai-je besoin de vous apprendre que les belles béquilles incrustées d'argent et d'écailles n'avaient pas été un présent de Sir Harry? Je les conserve aussi comme une relique de famille. C'est ainsi que se termine La Guinée de la boiteuse de Charles Dickens.